Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on commence notre série sur la santé périnatale pour les personnes migrantes à statut précaire. Donc, on aura trois séances. La première d'aujourd'hui, c'est avec Médecins du Monde, avec Caroline Blay. Je vais la présenter un peu après. On a la prochaine séance déjà confirmée pour le 25 mars. Vous aurez les codes QR à la fin de la séance. Vous pouvez les scanner pour s'inscrire. Sinon, on va quand même envoyer le courriel sur ces séances-là. Et la troisième séance, on n'a pas là encore la date confirmée, c'est avec la maison d'hébergement pour femmes avec des bébés, aux femmes enceintes, la maison Bienvenue. Donc, vous allez avoir plus d'informations à ce sujet bientôt. Donc, aujourd'hui, on a cette première séance, statut migratoire et accès aux soins de santé des femmes ayant un statut d'immigration précaire. Donc, aujourd'hui, on vous dit comme toujours, l'idée c'est de garder les caméras ouvertes, ça c'est toujours mieux de voir les gens de l'autre côté. Et si vous pouvez afficher aussi le nom de votre organisme et votre nom sur sur leur nom, comme ça, s'il y a des échanges, mettons, si vous trouvez quelqu'un que vous voulez contacter, c'est plus facile. Donc, ça permet aussi un peu plus de connexion dans ces espaces. Donc, sur Caroline, la personne qui vient de Médecins du Monde, Caroline est travailleuse sociale et travaille depuis plus de 15 ans en intervention dans le milieu communautaire. Elle travaille depuis 6 ans à la clinique pour personnes migrantes à statut précaire de Médecins du Monde, principalement dans les volets liés à la santé sexuelle et reproductive. Donc, Caroline sera la personne qui fait la présentation aujourd'hui. On fait un peu comme la mise en place de l'accès aux soins de santé pour les femmes, tout ce que c'est le côté périnatal, avec Médecins du Monde aussi, membre du ROMI. Pour ceux et celles qui sont là pour la première fois, donc les ROMI, c'est le regroupement d'organismes pour l'hébergement des personnes migrantes. Moi, c'est Mauricio, je suis à la coordination avec la vie associative et ma collègue Florence, que vous allez aussi entendre un peu après, elle est aussi à la coordination dans le volet plaidoyer. Donc, je laisse maintenant l'espace à Caroline. Petit, euh, Petit élément dans les questions. L'idée, c'est de les faire à la fin de la présentation, mais si pendant la présentation, vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez mettre les questions dans le chat et nous allons dans ce moment-là transmettre les questions à Caroline. OK? Donc, vas-y, Caroline, tu peux partager maintenant. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, on va partager la Tu veux, il y a présentation. un totem dans la salle de... Donc, bon midi à tous et à toutes. Ça fonctionne, Mauricio? Parfait. Donc, aujourd'hui, comme Marcio a dit, on va se permettre de mettre un peu les bases sur euh, qu'est-ce qu'on entend par statut d'immigration précaire, qu'est-ce qu'on entend par personne sans statut, puis un peu les conséquences au niveau de l'accès à la couverture médicale et les conséquences par la suite à l'accès aux soins. Euh, distinguer les différents statuts des personnes migrantes, reconnaître l'impact des différents statuts dans leur accès à la santé, puis peut-être développer certains outils en lien avec la sécurisation culturelle, mais vraiment très spécifique à la situation quand une personne n'a pas de statut migratoire, Euh, puis comment les soutenir dans leur accès aux soins. Rapidement, juste pour nous présenter, donc Médecins du Monde, a comme vision et mission un monde où la santé est reconnue comme un droit fondamental et il offre et promouvoit l'accès aux soins de santé aux personnes exclues et vulnérables ici comme ailleurs. Euh, Médecins du Monde Canada a des actions au niveau international et des actions au niveau national. La clinique où je travaille, la clinique pour personnes migrantes à statut précaire, fait partie des actions nationales, mais on a d'autres actions nationales. On a par exemple une clinique mobile
avec des infirmières qui font de l'intervention de proximité avec des personnes en situation d'itinérance ou des affiliés ou qui font le travail du sexe. Ils font la prévention des surdoses aussi avec le travail de pairs aidants en prévention des surdoses. Il y a un service aussi de navigation autochtone qui est souvent lié à la clinique mobile, mais pas seulement. Donc, eux vont travailler beaucoup la sécurité culturelle dans le milieu de la santé et des services sociaux. Fait qu'ils vont faire l'accompagnement des personnes autochtones qui vivent en milieu urbain dans le système de la santé. On a un service de psychologie pour des personnes désaffiliées, donc souvent en situation d'itinérance ou qui ont été en situation d'itinérance. On a une clinique, la clinique où je travaille, qui est la clinique pour personnes migrantes à statut précaire. Et on a tout le volet du travail de proximité auprès des personnes migrantes à statut précaire, qui est très, avec qui on travaille vraiment de façon très proche, la clinique MSP. Donc, pour vous donner une idée de qu'est-ce que la clinique pour les personnes migrantes à statut précaire, donc c'est vraiment une clinique de première ligne. Euh, les personnes, quand ils vont venir à la clinique, ils vont d'abord passer par un triage. Le triage est fait par des personnes bénévoles qui ont des expériences, soit comme infirmières, soit comme travailleur social, par exemple. Et ils vont vérifier vraiment les critères d'accès, les critères d'admissibilité, excusez-moi. Donc, on va vérifier si la personne a une couverture médicale, parce que même si la personne a un PFSI, normalement, elle n'aurait pas accès à nos services. C'est vraiment pour des gens qui n'ont pas de couverture médicale. On va vérifier aussi le statut migratoire. On peut voir des personnes, par exemple, qui vont être en visa visiteur, mais on va pas voir quelqu'un qui va avoir un billet de retour dans son pays. Donc, on voit pas des gens en situation touristique, c'est vraiment des gens qui sont établis au Québec, mais qui ont des statuts précaires. Et on va évaluer rapidement quand même, mais évaluer la précarité financière et sociale. Donc, on verra des personnes qui n'ont pas les sous, par exemple, pour payer un soin de santé. Ils vont, dans le parcours patient, par la suite, le patient ou la patiente va voir la travailleuse sociale pour faire vraiment l'évaluation sociale. Je parle souvent de mon travail comme que souvent les personnes, quand ils n'ont pas de couverture médicale pour des raisons migratoires, ça vient avec une situation qui est un peu compliquée, mais c'est surtout aussi que pourquoi les gens voient la travailleuse sociale avant les infirmiers, c'est pour les infirmières, c'est pour s'assurer qu'on soit pas passé à côté d'informations sur leurs droits, soit en matière d'accès aux soins, en matière d'accès à une couverture médicale ou au niveau migratoire. C'est sûr qu'on ne va pas remplacer le travail d'une avocate, mais on va quand même être en mesure de voir à travers notre évaluation puis à travers le parcours migratoire si on est passé à côté de quelque chose. Puis à ce moment-là, ben, on va plutôt accompagner la personne à par exemple, si on évalue que la personne avait accès finalement à un PFSI, ben on va l'accompagner à réouvrir son PFSI plutôt que d'accéder aux soins qui sont à même notre clinique médicale. Tout ça parce que nos services sont extrêmement limités. Mais par la suite, si la personne rentre vraiment dans nos critères, elle voit l'infirmière, puis là, l'infirmière va faire une évaluation médicale, puis peut orienter vers les médecins. Au sein de notre clinique, les médecins et d'autres professionnels de la santé, comme par exemple les pharmaciens, c'est tous des personnes bénévoles. Donc, il y a des semaines qu'on a des médecins, des semaines qu'on n'en a pas. C'est pour ça aussi, entre autres, que nos services sont très limités. Mais on est une petite équipe aussi, puis une petite clinique. Donc, on est des infirmières, travailleuses sociales, on est deux travailleuses sociales. On a toute une équipe de pères migrants et de travailleurs de proximité. Puis après, comme je l'ai mentionné, ben, c'est des médecins bénévoles. Donc, pour les suivis de grossesse, ben, on travaille avec des médecins bénévoles. On a déjà eu aussi dans le passé des sages-femmes bénévoles, mais c'est ça qui fait aussi que le service est très, très limité. Donc, dans tout le volet de la santé sexuelle et reproductive, je pense que ça vient nous éclairer un peu quand on clarifie qu'est-ce qu'on fait à la clinique de Médecins du Monde, puis qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc, on peut faire certains suivis de grossesse, mais ça va vraiment être quand les gens sont dans des situations de grande, grande, grande précarité. Euh, donc, pour vous donner une idée, tu sais, on va prendre environ euh, 25 à 30 suivis de grossesse par année.
Euh, Puis, on va souvent dire en fait qu'on peut pas faire un suivi qui est optimal dans le sens où qui va rentrer dans toutes les guidelines, dans toutes les lignes, pas les protocoles ou les lignes directrices d'un suivi d'une personne qui aurait la couverture médicale. Pourquoi? Parce qu'on peut pas faire toutes les surveillances nécessaires. On va faire un suivi qui est sécuritaire, mais on pourra pas faire tout ce qui est qui fait partie des recommandations parce que on les offre pas à même notre clinique, mais souvent aussi les gens n'ont pas les moyens financiers pour aller les faire à l'extérieur. On va faire le dépistage ITSS puis la contraception dépistage. On va faire des référencements pour les avortements. Donc, on ne fait pas d'avortement sur place. On n'a pas non plus accès à la pilule abortive, mais on peut faire tout l'accompagnement pour l'avortement, puis même le soutien financier aussi aux avortements pour que ça soit gratuit. On a une petite clinique de prélèvement. Donc, pour avoir accès à la petite clinique de prélèvement, il faut que la personne ait une requête. Donc, il faut nécessairement qu'elle ait vu un médecin pour que le médecin prépare sa requête. Par contre, quand elle arrive puis elle nous donne la requête, à ce moment-là, on peut planifier ses prélèvements. Puis, en grande partie, ils sont faits gratuitement chez nous via une entente qu'on a avec le CHUM. Il y a certains prélèvements qu'on ne pourra pas faire chez nous, mais qu'on peut faire via un partenaire où là, il y a comme un 50% de rabais sur le coût normal. Donc, ça vaut quand même la peine. On a aussi une petite clinique d'échographie. Je dis petite dans le sens où ceux qui font les échographies, donc le radiologue par exemple, ben, c'est des bénévoles. Donc, ils viennent parfois aux 2 mois. Puis là, ben, pour que ça fasse du sens pour cette personne bénévole-là, ben, on peut pas lui en mettre comme non plus 20. Fait que souvent, par soirée, on va en mettre 5 rendez-vous. Donc, c'est ça qu'on veut dire par petite clinique de chorégraphie, c'est qu'on peut pas en voir, on peut pas voir beaucoup de personnes durant cette clinique-là. Donc, c'est souvent les gens qui sont suivis chez nous ou via des partenaires qui nous réfèrent pour la clinique d'échographie. Puis, on peut faire de l'accompagnement et du soutien. Donc, quand on parle d'accompagnement, c'est, mettons, par exemple, une personne a besoin d'avoir un rendez-vous pour une induction, donc pour provoquer l'accouchement. Mais à chaque fois qu'elle se rend à l'hôpital, ben là, on lui dit qu'il faut qu'elle paye un dépôt, ce que sans quoi il y aurait pas, c'est pas possible de donner la date de rendez-vous. Donc, parfois, quand les gens sont connus de chez nous, ben on peut choisir de faire un accompagnement. Souvent, l'accompagnement est fait par ma collègue qui est par migrante. Parfois par les travailleurs de proximité, parfois par moi aussi quand on voit que c'est nécessaire. Ce qu'on fait pas, les suivis GAR, donc des suivis pour des grossesses à risque élevé. Parfois, il y a des choses qui vont se déclencher, tu sais, qu'on va dépister comme pendant le suivi de grossesse, puis là, on est capable de mettre en place certaines choses pour assurer la sécurité parce qu'on sait que la personne, de toute façon, n'aura pas accès à un suivi GAR. Mais tu sais, si on reçoit une référence puis que déjà on sait que c'est une grossesse à risque élevé, on peut pas voir ce type de suivi-là. On fait pas les accouchements non plus. Donc, toutes les personnes qui ont des suivis à Médecins du Monde vont accoucher en milieu hospitalier. On fait pas les tests comme on fait pas le Winrow, on n'a pas de banque de sang non plus, puis on fait pas tout ce qui est test génétique. Donc, ce midi, nous allons voir les différentes couvertures de santé. On va voir les statuts migratoires et leur accès à ces couvertures de santé-là. On va voir l'impact du statut dans l'accès aux soins ou l'impact de ne pas avoir de statut migratoire, la prise en compte des réalités des personnes migrantes dans le soin, puis au-delà des soins, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau peut-être plus plaidoyer. Donc, les couvertures de santé, je pense pas que ça soit complètement nouveau pour vous. Mais il y a deux couvertures de santé publiques, donc la couverture de la RAMQ et la couverture du PFSI. Au niveau de la RAMQ, peut-être ce qui est intéressant
À se rappeler, c'est l'exception délai de carence. Donc, personnes victimes de violences conjugales ou violences familiales, les soins qui vont être liés à ça ou les soins liés à une agression sexuelle vont faire exception au délai de carence. Tous les soins liés à la grossesse, incluant aussi l'accouchement et l'interruption de grossesse, font partie des exceptions du délai de carence, puis les infections causant un risque pour la santé publique. Aussi, personne réfugiée, donc qui va avoir sa RAMQ, après avoir reçu le CSQ, il y aura une exception au délai de carence. Ce qu'il faut pas oublier, c'est la loi 83. Donc, la loi 83, ce qu'elle dit, c'est que tous les enfants qui sont domiciliés au Québec, peu importe le statut des parents, peu importe le statut des enfants, vont avoir accès à la RAMQ. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que malgré ça, il demeure comme de la confusion dans les milieux de soins, surtout au niveau de la comptabilité quand il est question de la facturation. On voit que les gens, quand ils accouchent, ben, ils vont souvent recevoir une facture pour le bébé qui est né aussi. Euh, Ce qui va se passer, c'est que là, ils vont faire la déclaration de naissance, puis là, le directeur de l'État civil va inscrire le bébé à la RAMQ et éventuellement, ils vont recevoir l'attestation là, comme quoi le bébé est inscrit à la RAMQ. Il faut juste qu'ils démontrent qu'ils vont résider au Québec pour plus de 6 mois. Ce qu'on leur explique souvent, c'est s'ils reçoivent une facture pour le bébé, il faut juste, comme, entre guillemets, ignorer la facture. C'est difficile parce que c'est des gros montants, ça fait peur, mais idéalement, il faut ignorer la facture. Puis au moment où on reçoit l'acceptation là, de l'inscription à la RAMQ, la confirmation de l'inscription à la RAMQ, pardon, on amène la lettre d'admissibilité à la comptabilité, puis la comptabilité va annuler la facture, puis va l'envoyer à la RAMQ. Au niveau du PFSI, ben, c'est la couverture qui est prévue bon, pour les demandeurs d'asile. Il y a d'autres statuts qui permettent l'accès au PFSI. On va les voir quand même en partie, mais on peut éventuellement on a vraiment une présentation là, qui est juste pour ça, là, pour l'accès au PFSI, parce qu'il y a d'autres statuts qui permettent l'accès. Peut-être quelque chose qui serait intéressant à se rappeler puis qui fait pas partie du PowerPoint aujourd'hui, je m'excuse, c'est que il va maintenant, là, je pensais à partir du mois de mai, mais il va avoir un copaiement. Donc, notamment pour les médicaments, ça va être des frais de 4 par médicament qui vont devoir être payés par les personnes qui ont le PFSI. Puis, il y a un 30 aussi des soins, puis de d'autres services là, comme soins dentaires et physiothérapie et autres, où les personnes vont devoir payer le 30. L'autre chose aussi, c'est que le PFSI ben, est pas toujours accepté par tous les professionnels de la santé. Parfois aussi, ça devient plus compliqué quand les gens ont un PFSI, mais n'ont pas le papier brun. Des fois, c'est plus complexe à être accepté dans les milieux de soins, mais normalement, il ne devrait jamais être refusé. Euh, voilà. Donc, le statut migratoire et l'accès aux soins. Donc, quand on parle des parcours d'immigration au Canada, on va parler d'immigration qui est soit temporaire ou d'immigration permanente. Euh, L'immigration temporaire, ben, ça peut rappeler qu'est-ce qu'on dit quand on parle de migrants à statut précaire parce que c'est un statut qu'on peut perdre, puis un statut qui est temporaire, donc qui doit être éventuellement renouvelé. Donc, on va parler de ça comme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, on parle des permis de travail soit ouverts ou des permis de travail fermés. Donc, un permis de travail fermé qui est lié à un seul employeur. Il y a les étudiants étrangers et les visiteurs, donc avec des visas visiteurs, les PVTistes, etc. Immigration permanente, donc c'est un processus d'immigration qui amène à la résidence permanente. Donc, on va parler du volet économique comme tous les travailleurs qualifiés,
Ben, le programme, le PEC, il y avait, bon, tous les programmes plus économiques. Il y a le volet de regroupement familial, donc tous les parrainages, et le volet humanitaire qui englobe à la fois les personnes qui viennent chercher la protection, donc demandeurs d'asile, et la demande humanitaire. Donc, ces statuts-là, est-ce qu'ils donnent accès à une couverture médicale ou non? Peut-être sur quoi on peut s'attarder, c'est tout où il y a plus de confusion en général. Donc, mettons les permis de travail. Un permis de travail fermé de plus de 6 mois, donc le permis qui est lié à un employeur pour plus de 6 mois, te donne accès à la RAMQ. Par contre, on sait très bien que c'est une situation qui amène souvent beaucoup de précarité du fait que ton statut dépend d'un employeur. Puis parfois, ben, il y a des situations d'abus qui vont faire que la personne veut quitter sa situation d'emploi puis va demander éventuellement un permis de travail pour travailleurs vulnérables. Donc, il y a un permis de travail ouvert mais prévu pour travailleurs vulnérables. Ce permis-là ne donnera pas accès à la RAMQ. Donc, juste à savoir, là, parce que là, ça devient un permis de travail ouvert. Au niveau des permis de travail ouverts, en général, comme je l'ai dit, ils ne donnent pas accès à la RAMQ, sauf certaines exceptions. Donc, en fait, c'est que quand une personne va être en attente de sa résidence permanente, par exemple pour motif humanitaire ou par parrainage, et elle reçoit à travers son parcours un permis de travail ouvert, si elle travaille à temps plein puis que son permis de travail est valide pour plus de 6 mois, à ce moment-là, elle serait admissible à la RAMQ. Donc, il y a des exceptions comme ça qui pourraient faire qu'une personne a un permis de travail ouvert, mais a quand même accès à la RAMQ. Euh, il y a aussi des permis de travail qui sont prévus avec un permis de séjour temporaire dans des mesures pour des personnes qui sont victimes de violences familiales ou victimes de traite. Ces situations-là, pour les personnes victimes de violences familiales, ils vont avoir accès non pas à la RAMQ, mais au PFSI pendant la période de validité du PST et du permis de travail ouvert qui est prévu dans le programme pour la violence familiale. OK? Donc, c'est un accès à la couverture qui est très, très temporaire puis qui est très spécifique à leur situation particulière. Pour les étudiants étrangers, je pense que ça vient toucher beaucoup comme des situations où on voit des gens qui tombent enceintes aussi, puis que là, ils n'ont pas de couverture médicale. Et souvent, en fait, quand les gens sont étudiants, ils n'ont aucun accès à la RAMQ, sauf s'ils viennent de pays où il y a des ententes avec la RAMQ, puis ces pays-là sont des pays européens. On pourrait vous donner la liste là, vers la fin de la rencontre. Mais sinon, les personnes étudiantes étrangères qui viennent de d'autres pays n'ont pas accès à la RAMQ. Leur statut leur donne pas accès à une couverture provinciale ou fédérale, mais l'école va souvent exiger qu'il y ait une couverture privée, mais souvent cette couverture privée-là va couvrir que les urgences et ne couvrira rien en lien avec la grossesse. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est que ben, pour les étudiants étrangers, le statut va dépendre de la poursuite des études. Puis, ça peut fonctionner ben, quand on n'a pas d'enfant, mais là, la grossesse vient chambouler un peu la poursuite des études ou la capacité à travailler en même temps. Donc, il y a vraiment beaucoup de bouleversements autour du maintien de leur statut. Puis aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est que parfois, la personne va tomber enceinte, elle est soutenue par sa famille, mais là, l'annonce de la grossesse vient faire perdre son soutien financier de la famille parce que la famille refuse, par exemple, qu'elle soit enceinte hors mariage ou des choses comme ça. Donc, c'est des situations je vous donne un exemple en fait, là, mais c'est des situations qui viennent bouleverser à la fois le statut, mais tout le soutien financier qui maintenait ce statut-là. Donc, ça vient beaucoup, beaucoup, comme quoi la période de grossesse vient parfois
énormément augmenté la précarité de ces personnes étudiantes étrangères. Visa visiteur, en général, il n'y a qu'une couverture privée qui couvre pour les urgences, à moins qu'il n'y ait aucune couverture. Puis personne sans statut, ben, il n'y a pas de couverture, tout simplement. Il y a pas de couverture fédérale, ni provinciale, ni privée. Qu'est-ce qui amène une personne à à se retrouver sans statut? Donc, on a parlé là, de l'expiration du statut quand c'est un statut qui est temporaire. On a parlé de la perte de revenus ou la perte de capacité à continuer à payer les études, par exemple, ce qui va faire que la personne arrête les études et perd son statut. Euh, il y a parfois des personnes qui vont vivre des difficultés comme au niveau personnel, qui vont avoir un problème de santé mentale, ce qui va rendre beaucoup plus difficile la poursuite de toutes les démarches au niveau migratoire. Parfois, il n'y a pas de moyens financiers pour demander un renouvellement d'un statut. Parfois, on ne sait pas comment faire ou on n'a pas le soutien approprié pour le faire. On voit aussi beaucoup le refus d'une demande. Donc, des personnes qui auraient fait une demande d'asile qui est refusée, ils arrivent au bout de tous les recours possibles, puis ils reçoivent une date où ils doivent quitter. Je pense que ce qui est important de se rappeler, puis ils ne quittent pas, puis ils restent par la suite sur le territoire. Mais je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est pas parce que notre demande d'asile est refusée que ça signifie qu'on n'est pas en danger ou à risque si on retournait dans notre pays. Ça se peut très bien qu'une demande d'asile soit refusée parce que il y a il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que on soit pas préparé correctement à l'audience, on n'est pas accompagné, on trouve pas d'avocat pour nous aider à préparer tous les papiers, toute l'histoire, toute l'audience. Euh, voilà, fait qu'il y a beaucoup de facteurs en fait qui peuvent expliquer le fait qu'une demande d'asile est refusée, mais qui fait pas en sorte qu'on n'est pas moins en danger si on retournait dans notre pays. Euh, il y a un nombre important de refus de demandes d'immigration, soit pour comme maintenir son statut valide, comme on va demander un renouvellement, une extension de séjour, ou on demande une demande humanitaire. Puis on sait très bien que les demandes humanitaires maintenant prennent, tu sais, c'est annoncé qu'ils prennent plus de 10 ans pour le traitement pour la résidence permanente. Donc, c'est des délais qui sont extrêmement long et qui, pendant toute cette période-là d'attente, ben, te donne pas un statut non plus. Donc, tant que la demande humanitaire n'est pas acceptée à la première étape, ben, on reste sans statut, on reste à risque d'une détention, d'une déportation. On n'a pas accès à un permis de travail, pas accès à aucune prestation gouvernementale ni couverture médicale. Euh, voilà, j'ai parlé de la méconnaissance des procédures, barrière de la langue, difficulté d'avoir accès à un représentant, ça veut dire un avocat ou un conseiller d'immigration de qualité. Puis tous les coûts qui sont liés aux demandes, particulièrement la demande humanitaire, on sait très bien que c'est une demande qui est extrêmement coûteuse. Peut-être une des choses que j'aimerais qu'on se rappelle, c'est que être sans statut, ça signifie pas qu'on est une personne illégale. Puis ça signifie pas non plus qu'on est une personne qui a plus de droits humains. OK? Le droit à la santé, c'est un droit humain. Puis quand on se présente en situation d'urgence, comme quand on se présente parce qu'on est en train d'accoucher, le personnel médical a l'obligation légale de nous recevoir. Donc, c'est pas parce qu'on est sans statut qu'on perd ces droits-là humains. Et ce n'est pas non plus, et ça fait pas de nous qu'on est une personne illégale. On est une personne irrégulière au niveau des lois sur l'immigration. Puis c'est un statut qui est aussi temporaire. Donc, dans l'accès aux soins, mais ça amène, le fait d'être sans statut, ça amène, comme j'ai dit, beaucoup de peur puis de méfiance. Ça amène aussi une internalisation qu'on est une personne illégale, qu'on abuse, qu'on n'a pas le droit à, comme qu'on n'a pas le droit aux soins. Donc, ça amène comme une sensation de peur aussi d'être perçu comme quelqu'un qui abuse de quelque chose que de se présenter à l'hôpital. Mais ça amène aussi des peurs très concrètes, puis très valide d'être
dénoncer à l'immigration. Puis parfois, cette dénonciation-là peut être faite non pas par une personne qui est mal intentionnée, mais par une personne qui a envie de nous aider, mais qui connaît pas les risques, puis qui va appeler, par exemple, IRCC, mais que ça va comme faire tu sais, ça va avertir qu'on est bien sur le territoire ou ça va activer quelque chose. Donc, parfois, c'est que même une personne bien intentionnée peut venir à faire un signalement, de notre présence. Donc, la peur et la méfiance sont... Caroline, on t'entend pas. Le- Ton son, ça a coupé de manière... C'est moi seulement? Est-ce que Non. vous m'entendez? Oh, ça marche maintenant. Oui. Les sons Ah, sont je coupés crois de que manière... j'ai un problème de connexion. Mon Internet, on m'avertit que c'est instable. Donc, avertissez-moi si jamais il y avait d'autres problèmes de son comme ça, désolée. Euh, Quelque chose aussi de très, tu sais, quand j'ai parlé de peur de ne pas avoir droit aux soins, c'est que le refus dans les établissements de soins de santé, il arrive souvent. Souvent, puis ça, c'est bon pour une personne sans statut, mais c'est bon pour une personne à statut précaire aussi. Quand tu n'as pas de couverture médicale et que tu te présentes pour recevoir un soin, même parfois quand on a vu des situations comme une personne qui se présente à l'unité des naissances parce que depuis 2 jours, elles ne sont pas bébé bougé ou il y a eu une réduction des mouvements fœtaux. Euh, Parfois, la personne va se voir exiger de payer à l'avance pour recevoir les soins. Donc, ce qui amène comme nécessairement, ben, un refus, mais que la personne quitte parce qu'elle a juste pas les moyens financiers de payer. Mais on a vu aussi des personnes qui sont refusées, des personnes qui se font dire aller ailleurs, parce qu'ils peuvent pas payer à l'avance. Donc, ça amène, parce qu'en plus de se faire refuser, mais ça amène comme une sensation de rejet, ça amène une sensation de honte, tu sais, ça vient comme vraiment appuyer sur le bouton. Donc, la peur est très présente quand vient le temps de planifier, de se rendre à l'urgence. En plus de la peur de amener un montant supplémentaire à la dette liée aux soins. On sait très bien que la dette qui va être liée à l'accouchement fait extrêmement peur aux gens, aux personnes enceintes. Donc, de devoir aller consulter pour un problème de santé pendant la grossesse, ben ça fait encore plus peur parce que ça va ajouter des montants à notre dette. La surfacturation des soins, c'est qu'on sait très bien que les soins qui vont être facturés à 200% du soin qui est facturé à la RAMQ. Donc, la surfacturation, elle est appliquée de façon systématique aux gens qui n'ont pas de couverture médicale. Parfois, on a réussi à les enlever pour certains soins, mais avec Santé Québec, on voit que c'est de plus en plus difficile d'enlever la surfacturation. Donc, c'est quelque chose qui est assez systématique. Dans les problèmes de confidentialité, on voit aussi beaucoup des situations où les gens vont demander et redemander pourquoi la personne n'a pas de couverture médicale, puis demander d'expliquer la situation migratoire alors que c'est pas nécessaire, en fait. On n'a pas de couverture médicale, on n'a pas de couverture médicale, on n'a pas besoin de donner tous les détails de la situation migratoire, sauf que ça fait que malgré tout, les gens se sentent euh, qui doivent expliquer parce qu'on leur demande, parce qu'il y a un rapport d'autorité et tout, mais il n'y aurait pas à le faire nécessairement. Alors, l'impact du statut dans l'accès aux soins, les problèmes sociaux des personnes auxquels les personnes qui sont sans statut doivent faire face, mais il y a une précarité financière du fait de pas avoir notamment de permis de travail. Donc, si on parle d'une personne sans statut, les personnes travaillent de façon non déclarée, donc c'est des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Puis les femmes n'auront pas accès à, par exemple, maternité sans danger si le travail n'est pas déclaré. Puis c'est du travail qui est mal payé. Mais il y a aussi euh, beaucoup de personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'ont aucun travail régulier, ou des personnes étudiantes, par exemple, que tout l'argent est mis pour maintenir le statut, pour pas perdre le statut, donc c'est mis dans les études, mais il va avoir comme une grande difficulté à se loger. Souvent, les gens vont partager un loyer, vont être hébergés par quelqu'un. Les gens qu'on suit
à Médecins du Monde en général sont hébergés par quelqu'un à risque de perdre le logement ou dans des logements surpeuplés ou insalubres. Mais il y a une difficulté, une précarité dans le logement qui est pour tout le monde, qui est suivie en Médecins du Monde. Puis il y a des gens qui sont en situation d'itinérance invisible. Il y a une difficulté à se nourrir pour tout le monde qui est suivi. Donc, on parle d'insécurité alimentaire souvent sévère, en fait, pendant toute la durée de la grossesse. L'exploitation par le travail, dépendance financière et violence conjugale. Donc, on voit beaucoup de personnes qui sont en dépendance financière ou qui ont un statut qui dépend de la relation conjugale. Puis, on voit beaucoup de situations où il peut y avoir de la violence ou également où la grossesse vient augmenter le stress au sein de la famille, puis parfois peut venir augmenter les gestes de violence. Euh, on voit aussi parfois de la négligence ou tu sais, des femmes qui sont mises à la rue parce qu'elles sont enceintes. Euh, on voit beaucoup de personnes aussi quand elles sont sans statut, surtout quand il y a un mandat d'arrestation, tu sais, quand elles ont dépassé, mettons, une date de renvoi, avoir extrêmement peur d'être en lien avec la police. Donc, quand il y a une situation où elles devraient dénoncer, souvent elles ont très peur, en fait, que l'interaction avec la police puisse les mettre à risque elles-mêmes d'une détention ou d'un signalement à l'Agence des services frontaliers. Puis tout ça, ben, on se dit bien que ça amène une santé mentale qui est plus fragile. Souvent, c'est à prendre en considération qu'il y a un parcours traumatique, il y a un parcours pré-migratoire traumatique. Le parcours en tant que tel est souvent très traumatique aussi. Puis toute l'incertitude, la peur d'être dénoncé, ben, ça amène un stress quotidien qui est immense. Alors si vous ajoutez en plus juste le stress normal d'être enceinte et le stress de toute l'endettement qui va suivre, à tout ce qui existe déjà, ça vient créer beaucoup de bouleversements au niveau de la santé mentale puis de l'équilibre. Puis la santé physique, ben, on va le voir un petit peu plus, mais toute cette situation-là fait en sorte que notamment la prévention est extrêmement difficile. Donc la prévention quand on n'est pas enceinte, mais pendant la grossesse, c'est peut-être même à certains niveaux impossible de faire une bonne prévention. Puis, ben, le racisme et la discrimination, je pense qu'on en a parlé depuis le début, mais c'est transversal, puis ça touche beaucoup des interactions que les gens vont passer, mais ça vient aussi, comme tout, être internalisé, puis faire ben, que ça vienne teinter la peur qui est liée à toutes les interactions aussi avec le système. Donc, la conséquence sur la santé, l'absence de suivi des maladies chroniques, consultation beaucoup plus tardive, notamment pour les grossesses. On va voir des personnes qui n'arrivent pas à accéder aux soins, qui ne connaissent pas, qui connaissent pas les autres recours, puis qui arrivent très tardivement dans la grossesse. Euh, des prises de médication qui sont discontinues, soit parce qu'ils n'ont pas accès à la prescription, soit parce qu'ils n'ont pas les sous pour payer la médication. Toute la question de la santé mentale. Pas de moyens pour les investigations, puis pas de moyens non plus pour les prises en charge par la suite ou tout ce qui est les ressources plus spécialisées. Puis les enjeux spécifiques en périnatalité, ben, j'en ai parlé tantôt, mais tous les coûts qui sont liés aux soins. Souvent, les gens, quand ils veulent juste faire une entente au préalable, des fois, c'est même pas permis. Donc, juste de faire une entente de paiement, l'hôpital ne le permettra pas tant que la personne ne paye pas un dépôt. L'admissibilité lors des référencements, on le voit très souvent. Des référencements, soit parce que il faut que la personne soit en observation parce qu'il y a des symptômes qui sont alarmants, soit un référencement pour faire une césarienne ou pour une induction. On le voit, on pourrait dire systématiquement, OK, si la personne n'est pas en mesure de payer un dépôt.
Il y a beaucoup de discrimination, notamment autour du discours sur le tourisme obstétrical. Il faut se rappeler, il n'y a aucune donnée sur le tourisme obstétrical, puis les personnes qu'on voit, en tout cas chez nous, ne sont pas en situation touristique. Euh, Puis, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui est les soins postpartum. C'est pas offert aux femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont venir comme des fois même 1 an, 2 ans après avoir accouché, qui ont jamais eu de consultation postpartum ou qui ont des douleurs au niveau de la cicatrice d'une césarienne, qui ont jamais été observées à ce niveau-là. Donc, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Euh, La collaboration positive, c'est notamment entre professionnels de la santé. Donc, de travailler, mettons, médecin, infirmière en collaboration avec une nutritionniste et une travailleuse sociale pour faire un soin qui est plus adapté, mettons, à une personne qui a un diabète gestationnel mais qui peut pas se permettre la gare, travailler en collaboration avec un organisme communautaire, mettons, comme Alima ou puis avec une travailleuse sociale pour faire un plan qui est plus réaliste pour la personne. Ça peut être quelque chose d'intéressant, mais vraiment de voir dans le soin chercher des façons d'être plus créatif, puis que effectivement, on peut pas suivre les lignes directrices, on pourra pas suivre tous les protocoles ou les guidelines. Pas parce que la personne néglige quoi que ce soit, c'est parce que la personne n'a pas les moyens financiers de le payer à l'avance et le système ne permettra pas qu'on lui donne gratuitement. Donc, il faut nécessairement être créatif dans le soin. Euh, il faut chercher parfois la molécule qui est la moins chère pour se permettre que la personne y ait accès à sa médication plus facilement. Puis il faut beaucoup, beaucoup penser à l'après-consultation. Donc, on peut pas juste laisser la personne sortir avec une prescription si on n'a pas vérifié avec elle de quelle façon elle va pouvoir se le payer parce que parfois les gens ont pas les moyens de la payer. Euh, j'ai parlé de la surcharge, faire le plaidoyer auprès de l'administration et non de la personne, c'est que souvent on va voir que le personnel va faire, mais là, pourquoi tu peux pas payer? Moi, si tu me payes pas, blablabla, je le fais pas. Mais tu sais, parfois, c'est pas le bon interlocuteur, mais plus de le faire au niveau de l'administration qui va permettre de dégager. Par exemple, on voit des médecins qui, eux, sont prêts à le faire pro bono, mais l'hôpital en soi ne permettra pas l'accès à la salle de chirurgie, par exemple, parce que l'hôpital veut pas prendre le risque que la personne paye pas par la suite pour la chirurgie. Donc, tu sais, à la place que le médecin fasse du plaidoyer auprès de la personne pour dire, ben là, essaye de faire une campagne de financement pour avoir ton argent pour payer l'hôpital, peut-être voir auprès de l'hôpital, mais là, êtes-vous en mesure de peut-être réfléchir à faire un plan de paiement avec la personne ou embarquer sur des programmes humanitaires pour permettre l'accès parce que moi, je serais prêt comme médecin à l'avoir pro bono. Donc, c'est ça qu'on veut dire par faire du plaidoyer peut-être au bon interlocuteur. La surcharge de 200%, on l'a déjà eu dans certains milieux de soins où ils ont accepté de l'enlever pour permettre qu'il y ait un accès un petit peu plus facile à des soins. On le voit qu'avec Santé Québec, c'est beaucoup plus difficile de le faire, mais je pense que ça peut rester comme intéressant d'en être conscient puis d'essayer de voir si c'est possible de l'enlever pour faire que les coûts soient un petit peu moins élevés, même s'ils restent très élevés. Puis de garder de l'humilité dans notre compréhension de la réalité des gens puis de leur parcours. Tu sais, c'est pas parce que en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas dans une rencontre comme ça que tu peux avoir une idée de tout ce qui est le parcours pré-migratoire puis post-migratoire de la personne, tout ce qui est sa réalité. Donc, de garder une certaine humilité quand on voit une réalité qui est en face de nous, on peut pas la comprendre. C'est pas parce qu'une personne a un permis d'études qu'on comprend tout ce que ça signifie, tous les enjeux que ça signifie. Fait qu'il faut garder une posture toujours d'humilité, puis une posture qui
reste alerte à nos billets. On en a tous des billets, mais de prendre une posture réflexive puis de prendre des pas de recul pour en être conscient, ça va permettre d'avoir une approche qui est plus sensible puis qui est plus sécuritaire pour les gens avec qui on va travailler, surtout aussi pour les gens qu'on accompagne dans leur suivi de grossesse puis dans leur accès aux soins. Caroline, est-ce que ça te va si on nous donne 2 minutes pour conclure, pour réserver comme, qui est quand même une Ouais, grosse dizaine de minutes en pour les... fait, c'était Ok, ma merci. dernière slide, mais on n'est pas obligé d'y aller dans les détails. Peut-être juste de dire qu'on a présentement une campagne qui vise à demander la couverture médicale pour tout ce qui englobe la grossesse, même le planning familial. Mais on demande aussi une couverture de santé universelle, une couverture de santé pour tous. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur notre site Internet plus de détails sur nos campagnes, plus au niveau plaidoyer. Puis si vous voulez les appuyer, vous êtes très bienvenus à le faire. C'est ce qui conclurait la présentation. Oui, donc je confirme la prochaine séance le 25 mars. Vous avez déjà les liens sur le chat et vous pouvez aussi scanner les codes. Donc, ces séances-là vont être avec la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Ils travaillent beaucoup avec Médecins du Monde. Donc, à la clinique, on fait le suivi avec des sages-femmes. Et il y a la possibilité de faire les accouchements. Donc, tout ce que c'est les soins de santé pré- et post-accouchement. Donc, ça va être une séance très intéressante. Ils vont parler de leur projet, de comment est-ce qu'ils soutiennent bon, les femmes migrantes dans ces cas-là. Et la troisième séance, c'est avec la Maison Bienvenue. Ça s'en vient. On n'a pas la date encore confirmée. On va vous donner cette information dès qu'elle sera prête. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, oui, merci à toi, Caroline, pour la présentation, à Médecins du Monde pour avoir participé à cette série qu'on commence aujourd'hui. Donc, à tout le monde aussi, merci d'être là. La séance a été enregistrée, donc on va la partager sur la chaîne YouTube de Romy. Vous avez les liens aussi dans le chat. Et quand même, on va vous envoyer un courriel dès qu'elle sera prête en ligne. OK? Donc, bon, bonne fin de journée, bon après-midi, et on se voit à la prochaine. Merci encore. Bye bye. Merci à vous.